Bonsoir. Hier soir, nous parlions de ces petits riens qui nous mettent en joie. Il se trouve qu'aujourd'hui, là où j'habite, il y avait un lycée qui a organisé la journée des talents. Les lycéens devaient créer un déguisement original et j'ai pu ainsi croiser Popeye, l'homme araignée qui devait avoir bien chaud sous son collant, un marsupilami. Un ange tombé du ciel, une jeune fille avec un abat-jour sur la tête, le visage entièrement peint en jaune, lumière incandescente, un bébé au bras d'une drag queen. Et je voulais vraiment remercier tous ces jeunes gens qui, l'espace d'une journée, ont apporté de la poésie, de la fantaisie, de l'humour à tous les passants dont je faisais partie, qu'ils ont croisés. Et je me disais, c'est peut-être un petit peu ça aussi, ces moments de bonheur, c'est ne pas trop se prendre au sérieux, savoir s'amuser. On perd un peu ça quand on est adulte. C'est vrai, quand on est enfant, on se déguise avec 3 bouts de tissu, on s'amuse beaucoup, on joue à si on était ça, je dirais ça, je ferais ça, je serais un pirate, je serais un bandit, toi tu chercherais à m'attraper. Peut-être que on perd ce goût de l'amusement, de cet esprit d'enfance, y compris dans son couple, on ne sait plus s'amuser. Alors peut-être, oui, au travers de la sexualité, me direz-vous, mais il y a d'autres moyens aussi de s'amuser et de savoir rire avec son conjoint. Voilà, c'est un petit peu ce que j'avais envie de vous dire et ce que m'avaient évoqué tous ces jeunes gens qui m'avaient, moi, procuré beaucoup de joie. Allez, maintenant, je vous laisse la parole, c'est à vous. Jusqu'à 1h, vous pouvez vous exprimer en toute liberté au 39 21. À 1h, vous retrouverez comme tous les vendredis soirs Taratata, bien entendu. Jusque-là, eh bien, vous pouvez nous parler de vous en toute liberté. Vous pouvez également réagir à ce que vous entendez. Vous, par internet, sur le site europe1.fr ou avec vos messages au 7 10 25 en les commençant par le mot nuit. Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Paulette. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Merci de m'accueillir sur votre antenne. Vous êtes la bienvenue. Merci. Excusez-moi, je suis un peu traquée, ça va être difficile. Voilà. Alors vous avez rencontré un homme sur internet. Oui. Alors je n'étais pas une adepte d'internet. C'est une amie qui est passée sur l'antenne il y a quelques mois, qui m'a inscrite. Bon, j'étais réticente. J'ai mis plusieurs mois à me décider et puis voilà, voyant son parcours, je me suis dit bon, pourquoi pas. Parce que ça s'était bien passé pour elle. Oui, elle vous avait appelé parce qu'elle savait plus très bien quoi faire. Il y avait plusieurs personnes, elle hésitait. Et donc, elle vous a appelé et elle a suivi vos conseils. Et en fin de compte, maintenant, ça va très très bien. Elle a trouvé sa voie. Voilà. Bon, écoutez, tant mieux, j'en suis ravie. Elle vous remercie beaucoup d'ailleurs. Elle me dit, sans elle, je ne sais pas comment j'aurais fait. Alors cet homme, alors que je vais vous aider comme vous avez un petit peu le trac. Oui, j'ai un peu le trac, ça va passer. Vous l'avez, oui. Alors vous l'avez rencontré il y a un peu plus d'un an. C'est un homme qui a 67 ans. Vous l'avez rencontré une fois en juin 2010. C'est cela. Et puis vous deviez vous retrouver une deuxième fois. Et oui, donc hier. Et puis. Il n'est pas venu. Il n'est pas. Disons qu'il avait fait à peu près 200 kilomètres. Alors, il habite, précisons, Casablanca. Oui, donc voilà, ça. Ce qui explique aussi que vous ne l'ayez pas disons revu. qu'il était en Espagne entre-temps, parce qu'il était chez sa fille en Espagne. Ensuite, c'était du côté de... Moi, je me souviens plus très bien, pas loin de l'Espagne en tout cas. Donc, il avait pris... donc, il était parti, parce qu'il m'avait dit, je serai là dans l'après-midi. En fin de compte, j'ai attendu longtemps et puis il m'a rappelé que ce matin, vous voyez. Je pensais que c'était moi qui avais mal compris. En définitive, il m'avait dit qu'il avait fait 200 km et qu'il avait fait demi-tour. Au prétexte que vous aviez l'air de ne pas vouloir vous engager. M'engager peut-être pas forcément, mais qui trouvait mon attitude... quelque peu équivoque, que je n'avais pas l'air d'avancer ou que je l'avais reçu un petit peu froidement, enfin je veux dire au téléphone, enfin voilà.
puisque quand il m'avait dit je viendrai, donc c'était donc avant-hier, et donc il me dit tu acceptes de me recevoir. Alors j'ai eu quelques hésitations, c'est vrai. D'après lui, j'ai dû lui dire oui, comme ça. Mais il vous a prévenu l'avant-veille pour venir là? La veille, même. Bah oui, écoutez. Et vous ne l'aviez pas revu depuis juin 2010? Non, pas du tout. Bah écoutez, alors, oui, on peut comprendre que vous ayez quelques hésitations. Bah oui. Oui, ça se comprend, votre attitude. Ah oui, puis en plus, je dois. Il s'attendait à quoi? Justement, c'est une bonne question, c'est que je ne sais pas du tout. Alors moi, en plus, je dois préciser que je suis quelqu'un qui... Enfin, il peut s'en passer des choses entre-temps. Dites-moi, il s'écoule un an? Oui. Il s'écoule un an, il vous prévient la veille, j'arrive, il est quand même... Ben, moi, je comprends pas très bien. Il dispose pas de votre temps? Ben non, pas du tout, pourtant. Ouais. Moi, je comprends pas. Oui, mais il se comporte comme tel. Comme tel, oui, exactement. Alors, en plus, j'ai remarqué, c'est vrai qu'il est quand même... J'ai constaté qu'il était assez vindicatif, avec une certaine autorité, c'est vrai. Et moi, j'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal, et puis, moi, je suis peut-être un peu trop méfiante, je ne sais pas. Mais c'est vrai que, bon, j'ai vécu des situations très, très difficiles étant plus jeune. Et, bon, évidemment, moi, je ne souhaite pas reproduire les mêmes schémas. Et j'ai besoin de sérénité, non pas m'engager comme ça. Mais je trouve que ce n'est pas de la méfiance, c'est juste une attitude raisonnable que vous avez. C'est ce que je pensais aussi. Parce qu'une relation, ça se construit. Voilà, c'est bien ce que je lui disais. Mais si vous voulez, je trouve que les quelques emails que nous avons échangés, pas beaucoup, parce que c'est vrai qu'il y a quelque temps, je suis devenue un petit peu paresseuse. Parce que je n'arrivais pas. Alors, il y a une gêne de ma part et je n'arrive pas vraiment à comprendre pourquoi. Pourquoi il y a quelque chose qui me gêne. Forcément, il se passe quelque chose. Mais quoi je sais pas. Je trouve qu'il est pas... Il est constant parce qu'il appelle à peu près une fois par semaine. Bon, les coups de fil sont rapides. On comprend la distance, bien sûr. Oui, oui. Mais c'est pas simple. En plus, sur les précédents courriers, on sent quand même une certaine autorité. Et puis, c'est quand je veux, comme je veux. Ah ben là, je trouve que c'est très significatif. Voilà. Vous prévenir la veille, j'arrive, d'une relation... Enfin, c'est même, on peut se poser la question d'une relation. Enfin, cet homme, vous l'avez vu une fois? Une fois. Et puis, je peux vous dire que, en plus, j'étais pas très très à l'aise parce que ce monsieur qui arrivait quand même de très loin, il avait été décidé qu'il prendrait une chambre d'hôtel, ce qui me paraissait logique quand même. Moi, après tout, je le connaissais pas. Hein. Oui, oui, il me semble, oui. Ah oui. Donc, il avait l'air plutôt gêné parce que il l'a pas fait. Je l'ai reçu, bien sûr, en toute amitié. Mais ça s'est pas très bien passé, quoi. Il commençait à me poser des tas de questions. La première chose qu'il a demandé lorsqu'il est arrivé, ce que je conçois qui n'était pas bien parce qu'il y avait les kilomètres, la première chose qu'il a demandé, est-ce que tu peux m'allumer la télé? Voyez, je suis mais en arrivant, mais comment en arrivant dans les premiers instants Oui, j'étais sidérée. Et vous lui avez pas apporté ses pantoufles aussi? Non, mais c'est surréaliste, hein. Oui, alors ensuite, ce que j'aurais fait volontiers, quand même par politesse, mais la première chose... Vous croyez chez lui, Pépère? Oui, ensuite il m'a dit, je pourrais pas prendre une douche. Alors, ça, on une chose que j'aurais proposé quand même, parce que ça me paraissait normal. Quelqu'un qui, en plus, il faisait chaud, j'aurais proposé, mais j'ai même pas eu le temps. On s'installe pas chez les gens comme ça. Et depuis, maintenant, peut-être que je comprends mieux pourquoi j'étais si mal à l'aise et pourquoi le malaise. Mais c'était un étranger quand même pour vous, cet homme. C'est pas parce que vous aviez communiqué par Internet que Très peu, en définitive. Là, tout d'un coup, partager une intimité avec quand même quelqu'un qui est un inconnu. Complètement. C'est pas parce qu'on échange des mails. Enfin, tout d'un coup, il y a quand même cette... Oui, puis moi,
c'est vrai, vous lui Caroline, ouvrez, oui. Ah oui, puis moi, c'est vrai que j'ai pas Internet, c'est pas un moyen pour moi de communication que je connais parfaitement. Donc déjà, c'est plus difficile. Moi, j'ai pas vécu avec ce mode de communication. Donc, Mais finalement, il est resté combien de temps chez vous? Eh bien, il est reparti le lendemain matin. Venant de Casablanca? Bien qu'il s'est arrêté en Espagne, voir sa fille entre-temps, voilà. Ah mais il a passé juste oui, la il a une nuit. fille qui est en Espagne, Oui. à Madrid exactement. Oui. Et puis il doit avoir, je pense, une tante sur Paris. Enfin, vous savez, Caroline, on peut me dire ce que l'on veut aussi. Moi, je suis pas obligée de croire non plus. Hein. Bon. Mais alors, et après, donc, vous avez, après, vous vous êtes échangé à nouveau des mails. Quelques-uns, oui, qui sont pas toujours bien passés. Oui, mais alors, qu'est-ce que c'est cette relation? Vous êtes un point de chute dans son périple? J'ai l'impression. Mais oui, non, mais je sais pas, c'est la relation finalement. On peut se poser la question dans. Je me la pose très souvent. Oui, finalement, est-ce que, voilà, sur son long trajet, il fait étape chez vous? Voilà. C'est à se demander. C'est tout à fait cela. C'est parce que quelle est la teneur de vos mails au fond? Qu'est-ce que vous échangez? Quel est le contenu, si alors sans contenu, on va dire, parce que le mien était quand même bien défini. Je veux dire, moi, pas de propos. Les premiers, c'est vrai que lui, il engageait des conversations qui me plaisaient pas beaucoup, si vous voulez. Parce que je lui avais posé une question une fois. Comment il voyait une relation avec quelqu'un? Quels étaient ses comment dirais-je, pas ses souhaits, mais enfin ses projets, enfin ses aspirations, oui. S'il y avait. Et ce qu'il m'a répondu, j'ai eu un autre email en me disant mais de toute façon, on fait pas de projet comme ça, je ne fais pas de projet, n'oublions pas que nous ne sommes que des étrangers. Ce que je conçois, en plus. Mais alors après, c'est vrai qu'il engageait des propos qui me plaisaient pas beaucoup. Donc, pourquoi? Parce que, c'est-à-dire des propos... au niveau de la sexualité, par exemple. Ah oui. Voilà. Alors, vous n'êtes... c'est ça, c'est plein de paradoxes. Vous n'êtes que des étrangers, mais en même temps... voilà, donc j'ai posé la question. Il pourrait s'engager sur une intimité sexuelle avec vous. Voilà. Donc, il ne comprenait pas les réponses. Mes réponses, il ne les comprenait pas. Oui, c'est-à-dire il comprend ce qu'il arrange. Hein. Oui. Voilà. Bon, écoutez, et puis, ça m'a l'air assez clair quand même. Hein. Moi, j'écoutais de plus en plus, je crois. Oui. Mais moi, en plus, j'ai tendance à culpabiliser. Alors des fois, je me dis, mais c'est peut-être toi qui... Je me dis, mais c'est peut-être moi qui comprends pas. C'est peut-être moi qui vois le noir partout. Non. Non, il se comporte vraiment comme un goujat, cet homme. Déjà, le fait, on ne vient pas comme ça. Déjà par prétexte, parce qu'il avait une situation, beaucoup plus importante que moi. Moi, je n'en parle même pas. Donc, je pense qu'il en joue un peu quand même. Peut-être, je ne sais pas. Mais écoutez, il n'a pas à s'imposer à vous. Je trouve que par 2 fois, il l'a fait. La première rencontre. Comme vous le dites très justement, Paulette, il aurait dû se rendre dans un hôtel. Oui. Il aurait dû aller à l'hôtel. Il n'a pas à venir comme ça chez vous, à moins que vous l'y ayez invité. Non, pas du là, tout. c'est totalement différent. Non, si vous lui, vous voyez, si mais là, c'était différent. Vous lui en auriez fait la proposition, bon. Mais dans la mesure où il s'impose, ça ne va pas. Bon. Et puis on voit bien, il arrive, c'est bon, tu peux m'allumer la télé. Enfin, il se comporte vraiment comme s'il était chez lui. J'ai eu droit à un questionnaire quand même assez pointu, c'est-à-dire quelle était ta vie, etc. Mais tu ne comprends pas comment tu peux recevoir quelqu'un chez toi, tu me connais pas. Ah, alors là, je suis restée sidérée, alors que c'est pas moi qui en avais fait la demande quand même. Et puis là, eh bien, il veut revenir un an plus tard. Il vous appelle la veille. Et il débarque. Et voilà. La première fois, déjà, quand il est venu, il avait dit, bon, je viendrai dans 2-3 jours. Donc, je me disais,
suffisait, ça me donnait le temps, puis ça me permettait de chercher un hôtel. Ça vous laisse un peu de temps pour vous retourner. Un petit peu de temps pour me retourner. Et donc, il appelle le lendemain, et il me dit, bon, j'arrive cet après-midi. Alors, vous imaginez un peu, j'étais pas bien du tout, pas bien. Je n'aime pas ça, franchement. Première fois que je vis une situation comme ça, je suis pas faite pour ça. Franchement pas. Mais j'avais besoin, vraiment, Caroline, j'avais besoin de vos conseils parce que il y a des fois, j'en arrive à me demander si c'est pas moi qui... Ah non, pas du tout. Parce que ça fait tellement longtemps. Bon, c'est vrai que depuis 93 que je suis seule, donc j'ai pris des habitudes. Oui, non, mais là, je vous assure que ce n'est pas vous, hein, Paulette. Et on voit bien, de toute façon, il voudrait disposer de votre temps. Là, au fond... Bon, il a tenté le coup une première fois, ça n'a pas marché parce qu'il a bien vu que vous le receviez, mais pas comme il aurait voulu, au fond, hein, parce que vous êtes resté, vous êtes resté finalement, vous ne lui avez pas ouvert votre lit. Alors, quand vous lui parlez au fond de projet, vous essayez de voir quel genre de relation vous pourriez instaurer avec lui. Voilà. Là, il n'y a plus personne. Il vous dit non, il dit mais nous sommes des étrangers. Et puis en même temps, dans les mails, il veut rentrer dans un registre très intime qui est totalement déplacé pour le coup, parce que il place la charrue avant les bœufs. Voilà. C'est-à-dire que là, il veut rentrer dans votre intimité, vraiment, au sens propre du terme, en connaissant tout de vous. Voilà. Mais pas tout à fait quand même, parce que je reste réticente. Mais oui, mais parce que vous restez réticente. Mais à côté de ça, il ne veut pas de relation. Donc, il n'y a pas de relation. Donc, écoutez, il a fait 200 kilomètres, il est reparti. Très bien, laissez-le partir. Oui, je pense que c'est la meilleure solution. Puis, il doit rappeler dans un jour ou deux, puisque pour voir si j'ai bien réfléchi. Oui, vous avez bien réfléchi et vous ne souhaitez pas donner suite à une relation qui n'en est pas. Vous pouvez lui dire, c'est une relation qui n'en est pas. Oui, mais quand je lui dis, il me dit bon, mais si c'est une relation. Non, alors, c'est pas une relation. Il me dit je viendrai, mais en toute amitié, etc. Non. Moi, je lui dis c'est même pas une relation amicale. C'est même pas une relation amicale parce que ça commence pas comme ça. Bon, non, c'est pas sain. C'est une relation qui n'est pas saine. Ah, pas du tout. Donc ça ne me va pas du tout. Alors c'est ce que dit Monique, elle va plus loin. Elle dit changez d'adresse email. Cet homme est un goujat, ignorez-le. Comme ça, vous serez encore plus tranquille. D'accord. Il y a Teddy qui dit la télé et puis quoi encore. Il y a Osiris qui dit tant de critiques en début de relation. Vraiment, ne doutez pas de vous. C'est vrai, j'ai tendance à douter, Caroline, de moi. Ah non, franchement, il n'y a pas de raison. En plus, pas très bien, puisque j'ai tendance à me dire mais oui, mais j'ai tendance à me dénigrer un petit peu, vous voyez, moi-même. Donc je comprends pas. Je me dis, donc si déjà vous vous dénigrez, c'est surtout pas auprès d'un homme comme cela qu'il faut être. Hein. Non, parce que oui. Ah non, c'est pas auprès d'un homme comme ça que vous allez trouver une image positive de vous-même. Voilà, et puis. Enfin, moi, personnellement, à mon âge, c'est vrai, je préfère quelqu'un d'équilibré qui me... Oui, j'ai besoin de sérénité et puis échange, mais là, surtout beaucoup d'échanges. Voilà, il y a pas, c'est pas une relation. C'est pas, ça n'a pas de sens là. Non, je crois pas. Donc pas de regret, hein. Bon. Voilà. D'accord. En tout cas, je me remercie infiniment, mais je vous en prie. parce que j'avais vraiment besoin de vous entendre et je sais que vous êtes de bons conseils. De très bons conseils. Mais merci pour beaucoup. Mon ami, en tout cas. Merci de votre confiance, Paulette. C'est moi qui vous remercie beaucoup, Caroline. Au revoir. Au revoir. James Blunt, So Far Gone. Alors un message pour Paulette qui a un peu une note dissonante par rapport au message qu'on a entendu, qui prend un peu la défense de cet homme qui dit allez, c'est un homme dans l'action plus que dans la parole, estimant que son geste de faire un long trajet vaut un geste en retour d'hospitalité. Pour lui, la relation se démontre par l'action. Oui, je vous trouve bien indulgent quand même, hein, parce que quelle relation. Franchement, ils se sont vus une fois en juin 2010, ils ont échangé quelques mails entre-temps, 1 an plus tard, ils se revoient. Entre-temps, quand Paulette lui dit comment tu envisages la relation, il dit non, on est des étrangers. En même temps, il veut l'entraîner sur le terrain très franchement sexuel.
je crois qu'il faut peut-être pas aller chercher si loin. Je trouve que quand même on s'impose pas à l'autre de cette façon-là. Il y a quand même certains codes un petit peu à respecter, à mon avis. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, écoutez, la première des choses que je vais vous dire, ce n'a pas été facile pour moi de vous appeler, parce que ça fait quand même 4 ans que je vous écoute à bord de mon camion. Oui. Je suis chauffeur routier et la particularité, c'est que je roule la nuit. Oui. Voilà. Donc, Alors, vous ne pouvez pas vous arrêter, vous êtes obligé d'avaler les kilomètres. C'est-à-dire que, si vous voyez la preuve, là je me suis arrêté. Alors, pourquoi vous me dites que ça n'a pas été facile jusqu'à présent? Non, ça n'a pas été facile par rapport, je dirais, à moi et à mon parcours personnel, quoi. D'accord. Par rapport, je dirais, à votre profession, bien sûr, puisque vous êtes, je crois, psy de profession. Psychologue, oui. Ouais, voilà. Bon, et justement, disons avec mon histoire, vous allez trouver ça un peu paradoxal. Voilà, écoutez, je suis né en 1957, donc là, je vous allez rapidement faire le rapport, donc 53 ans. Mm-hmm. Je suis né déjà sous un mauvais auspice. Bon, j'ai été abandonné à ma naissance. Plus tard, j'ai su que j'avais été abandonné, mais d'une façon, disons, temporaire. Alors, suite à beaucoup de choses que j'ai su beaucoup plus tard, parce que j'ai rencontré ma mère génitrice, j'avais à peu près 17 ans. Oui. Et donc, c'était suite à la maladie de mon père et tout, que je n'ai pas connu, qui est mort en 67, et suite des camps où il a été interné pendant la guerre, quoi. Voilà. Alors le truc, c'est que mon père était malade et donc il a bien sûr procréé des enfants. On a tous été passés. Moi, j'ai des frères et sœurs que je ne connais pas du tout. Oui. Et donc ça déjà, c'est déjà une chose qui marque. Et deuxièmement, à l'âge de 21 mois, j'ai été placé. Donc à l'époque, on appelait ça chez des parents nourriciers. Aujourd'hui, on dit famille d'accueil. Enfin, voilà quoi. Donc une famille nourricière. Mais voilà, je suis pas tombé dans la bonne, pas dans la bonne famille nourricière. J'ai passé une jeunesse à prendre des coups sur le coin de la figure, quoi. Et c'était pour un oui, pour un non, quoi. C'était parfois ça pouvait être justifié, mais c'était souvent pour des banalités, quoi. Des mauvaises notes à l'école ou autre. Et de ce fait, j'étais un enfant, disons, assez ouvert au début, avec pas mal de possibilités, entre autres scolaires, parce que j'avais une institutrice qui me disait « t'as des tas de possibilités, t'as un potentiel, mais tu sais pas t'en servir ». Et à force, disons, de prendre des coups, j'ai fini par, à me renfermer, quoi. Et à devenir carrément, je dirais, presque un enfant solitaire, quoi. Et je côtoyais personne, quoi. J'étais tout seul, quoi, un peu dans mon coin. Et vous n'aviez pas d'amis à l'école? Non, j'avais pas d'amis à l'école. Non, c'est comme ça. Puis j'avais pas envie, quoi. Puis et voilà, quoi. Bon, je savais que quand j'allais rentrer chez moi, pour un oui, pour un non, mon père, il allait. Et ça, c'est quand il était à jeun, hein. Je vous le dis tout de suite, Caroline. Alors, je vous dis pas le reste, hein. Quand il avait malheureusement bu un coup, hein. Et cette institutrice qui avait repéré qu'il y avait un potentiel chez vous, et qui vous disait que vous saviez pas vous en servir, elle a pas été aidante pour vous? Ah si, ça a été. C'est une femme. J'ai encore un souvenir aujourd'hui. J'ai encore, je dirais, cette image, son visage devant mes yeux, je dirais. Et cette femme était vraiment une institutrice vraiment très 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 assidue, quoi. Avec certains de ses élèves. Oui, parce qu'elle croyait en vous, elle. Voilà, tout à fait, Caroline. Oui, non, c'était vraiment sincère, quoi. Même, moi, avec, je dirais, mon âme d'enfant, je ressentais vraiment une communication avec cette femme vraiment très grande, quoi. C'était vraiment quelque chose d'assez... et c'était peut-être, je dirais, la seule personne, à la limite...
avec qui je pouvais, disons, parler, quoi, discuter. Et donc, voilà, quoi. Et ce que vous trouviez pas... Oui. Oui, non, je vous en prie, allez-y. Oui, ce que vous trouviez pas dans cette famille d'accueil, malheureusement. Non. Moi, on m'a adopté. Je me suis toujours d'ailleurs posé la question. Je n'ai jamais eu de réponse à cette question. Pourquoi on m'avait adopté, quoi? Pourquoi, c'est pas ces gens-là. Oui, c'était pas une famille d'accueil. C'est des parents. C'est les parents qui vous ont adopté. Ah, c'est des parents nourriciers. C'est-à-dire qu'à l'époque, si vous aimez mieux, vous étiez abandonné. Bon, vous aviez plusieurs formes disons, d'abandon, c'est-à-dire des abandons définitifs, donc placés à la DAS. Vous pouviez pas être abandonné, vous pouviez pas être adopté puisque c'était de façon provisoire. Je pouvais être adopté parce que, c'est-à-dire notre mère, notre mère, quand je parle, c'est aussi un peu au nom de mes frères et sœurs que je ne connais pas. Mais ne pouvait pas nous élever, quoi. Elle ne pouvait pas, les moyens financiers. Et voilà, quoi. Puis mon père, à l'époque, sortait des sanatoriums en Normandie. Et donc, il venait voir, bien sûr, je dirais même pas sa femme, puisque mon père n'a jamais divorcé d'un premier mariage. C'était complètement tabou à ces époques-là. Mais quand il a connu ma mère, ils ont vécu ensemble, quoi. C'était, je crois, un très grand amour, quoi. Et voilà, quoi. La preuve, je crois, elle lui a donné 12 enfants. Je sais pas si vous voyez un petit peu. Mais voilà, quoi, 12 enfants qui ont été, placés, quoi. Après, le reste de mes frères et sœurs, je ne sais pas comment ils ont été. Donc finalement, cet abandon au départ temporaire a dû se transformer en abandon définitif, ce qui fait que vous avez pu être adopté, mais on se demande pourquoi ces personnes vous ont adopté alors que, au fond, elles n'étaient pas à même, elles non plus, de vous élever, de vous donner de l'amour. Tout simplement de l'amour. Et il y a une chose aujourd'hui, disons que j'ai un petit peu zappé tout ça, mais avec le temps. Mais j'ai eu un moment quand même, disons, pas une haine, mais disons, une espèce de grande amertume envers la DAS et envers tout ce qui l'entourait, c'est-à-dire certaines assistantes sociales, et je dis, attendez, c'est pas péjoratif, c'est-à-dire que je pense qu'il y a des assistantes sociales qui sont très compétentes et d'autres qui malheureusement ne le sont pas. Alors de ce parcours, écoutez, j'ai grandi, bien sûr. J'étais pas un enfant, j'aurais même plus tendance à dire que je partais vers la petite criminalité. Et là, je suis tombé sur un gendarme à l'époque qui m'a dit, écoute, tu as deux solutions. Il m'a dit, soit c'est l'armée, tu fous le camp à l'armée, et il dit, je tiens pas à t'attraper un jour, et il dit, puis te mettre les menottes. Bon, ça, c'était déjà une bonne chose de la part d'un gendarme, déjà de dire ça à un gamin. Mais bon, c'était pas, quand je dis la criminalité, je me comprends, c'était pas, vous voyez, des bêtises au point... la délinquance. Voilà, c'est ça. C'était vraiment, je dirais, des conneries, vraiment la petite bêtise, quoi. Et donc... le voleur de poules. Voilà. Mais j'ai fait mon service militaire, mais j'étais pas fait pour l'armée, quoi. Et vous allez comprendre pourquoi. J'étais pas fait pour l'armée. Et j'ai fait mon service militaire complètement indiscipliné, complètement. J'étais quelqu'un qui se laissait pas faire, quoi. Moi, je me laissais vraiment pas marcher sur les pieds. Et mon année d'armée, ils m'ont foutu dans un centre commando. Ils m'ont dit, bon, écoute, tu vas en baver, tu vas en baver. Et puis en fait, plutôt que j'en bave, j'en étais content parce que c'était beaucoup de sport et j'étais sportif à l'époque. Aujourd'hui, j'ai un peu de mal avec le camion, mais voilà. Mais bref, c'est tout, quoi. Mais bon, au bout de mon année d'armée, je suis parti. Ils ont dit, écoute, engage-toi, machin, et tout. Moi, j'ai pas voulu. J'ai dit, non, l'armée, non, c'est pas pour moi. Et puis, paradoxalement, 6 mois plus tard, je partais, je m'engageais. C'est assez incroyable, parce que entre-temps, j'étais retourné quand même voir mes parents. Disons d'avoir une explication, machin et tout, et puis je suis resté là 6 mois, un petit peu à traîner la savate, et là je suis parti là je me suis engagé, et là je vais vous donner le nom là où je me suis engagé.
C'était vraiment pas un endroit, j'irais, fait pour moi, la limite. J'ai fait 6 ans et demi de Légion étrangère. Voilà, ouais. Alors, vous voyez, ça marque. Quoique, vous vous êtes trouvé une famille, hein? Oui. Bah, je vois que vous avez peut-être quelques petites connaissances, Caroline, bien sûr. Au sens, bien sûr, au sens profond. J'ai connu des légionnaires. Je peux tout vous dire. Voilà, tout à Je fait, plaisante. Caroline. Il sentait bon le sable chaud, mon légionnaire. Comme disait Edika, bien sûr. Oui. Non, mais on entend, j'ai vu des reportages, des documentaires, et souvent il y a ce côté très famille, il y a des parcours souvent très particuliers, hein, quand même dans la Légion. Alors vous en parleriez mieux que moi parce que bon, dans les documentaires, voilà, après on nous montre ce qu'on veut aussi, mais il y a quand même souvent des sacrées histoires derrière. Peut-être un peu moins aujourd'hui, mais des hommes qui se retrouvent, se retrouvent un cadre, une famille, tout à fait. Bien sûr, tout à fait. Une structure, voilà, ça. qui leur, tout à fait. Mais bon, qui leur tient, dont ils ont besoin, parce que avec le danger aussi qu'ils affrontent, qui leur est nécessaire, mais aussi d'un point de vue aussi plus personnel, d'une certaine façon. Ah, il y a des, disons, il y a un tas de critères qui rentrent en ligne de compte, et tout, dans l'esprit de chaque individu qui appartient au corps de la Légion. Chaque individu a son parcours et ça, entre nous, on n'en parle jamais, bien sûr, mais voilà, quoi. Mais tout ça encore pour vous dire, j'ai fait 6 ans et demi là-dedans. Oui. Et un jour, parce que j'ai quand même 3 faits de guerre derrière moi, mais c'est sans vantise quand je vous dis ça, parce que la guerre, ça n'a rien de réjouissant, malheureusement. Et il a fallu un jour une chose qui m'a mis les choses en face des yeux, quoi. En Afrique, et je veux dire sur un massacre. Et je vous passerai les détails parce que vraiment c'est pas joli à raconter ni à voir. Et là j'ai pris une claque, quoi. J'ai pris une grosse claque dans la figure, mais alors quelque chose de magistral. Et là j'ai dit, Jean-Louis, non mon gars, faut que tu t'en ailles de là-dedans. C'est plus possible, tu peux plus tenir, quoi. C'est plus possible. Et j'ai fait mon contrat, il fallait tenir parole. La Légion, c'est une parole d'honneur, il faut savoir la tenir. Et je suis parti au bout de mes 6 ans et demi. Et j'ai travaillé un tout petit peu à Paris et tout, en garde rapprochée, mais bref. Là, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un. Et je vais vous dire, cette personne, j'ai vécu avec elle pendant 17 ans. Et c'est paradoxal parce que je vais vous dire pourquoi encore. L'autre jour, j'ai entendu quelqu'un qui parlait qui ne pouvait pas, disons, refaire sa vie parce que il rencontrait des femmes qui étaient toujours plus âgées qu'elle, qui avaient peut-être 3 ou 4 ans. Vous aviez même dit, tout à fait, où cet homme avait des enfants. Et j'ai rencontré cette personne, et c'est là le paradoxe. Cette personne, sa profession, elle était psychologue. Voilà. Cette minute de silence. Et voilà, quoi. Et j'ai vécu avec cette personne en concubinage donc pendant 17 ans. Mais cette personne avait 11 ans de plus que moi. Et je dirais que cette personne a réussi à me guérir quelque part. Guérir un petit peu tous les maux que j'avais depuis le parcours de mon enfance. Elle a réussi à me guérir. C'est aussi un message que je porte, disons, pour d'autres personnes qui disons, pourraient avoir ce même parcours ou, disons, similaire, quoi. Voilà, ça c'est. Et donc, je dirais à force de patience, parce que croyez-moi, sortir du corps de la Légion étrangère, vous sortez pas calme, vous êtes plutôt quelqu'un d'exalté, complètement un peu fou, quoi, quelque part.
Et voilà quoi. Et bon, elle a eu cette patience, je dirais cette patience formidable et tout. Ça doit pas être facile effectivement de revenir à la vie civile, à la vie. Ah non, c'est très difficile. Après, hein. Oui. C'est très difficile. Hein. Il faut se réadapter. La Légion est vraiment un monde bien structuré, bien. Vous voyez, c'est quelque Donc chose. il y a eu cette rencontre avec cette femme qui vous a apporté cet équilibre. Ah bah elle m'a. Vous n'êtes plus avec elle aujourd'hui. Ah, c'est pas que je ne suis plus avec elle, je l'ai malheureusement perdu de maladie. Oui. Et ça, comme je disais à votre collaborateur, c'est Quentin, je crois. Quentin, oui. Ouais, et là, rebelote, je dirais, deuxième grande plaque dans la figure. Celle-là, je crois qu'elle a fait mal. Elle m'a fait très, 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 très mal, quoi. Et voilà, quoi. Et pourtant, bon, je faisais déjà, après, le métier de chauffeur routier. Bon, c'est un métier que je voulais pratiquer, d'ailleurs, que j'aimais bien. Et donc, voilà, quoi. Et j'ai perdu ma femme d'un cancer, et ça, c'est pas facile, quoi. Ça n'a pas été facile du tout. Ils sont là, même dans ma tête, ça n'allait plus, quoi. Ça n'allait plus très, très, très bien, quoi. Et mais il y a cet amour quand même qu'elle vous a apporté, qui, bien sûr, qu'il y a au moment où vous étiez heureux dans votre vie, ça a dû être très difficile à nouveau de la perdre. Mais en même temps, on sent dans votre façon d'en parler que il y a eu, elle vous a quand même apporté cet amour que vous recherchiez. Ah bah tout à fait, non mais au fond. Ah oui, tout à fait, Carolina. C'est une femme qui m'a tout donné, quoi. Je dirais quelque part, quoi. Elle a tout donné d'elle-même, je dirais. Qui vous a un peu réparé. Voilà, oui, quelque part, ouais. Voilà, c'est ça, je dirais qu'elle a rafistolé le bonhomme, quoi, quelque part, quoi. Voilà, on a un jargon parfois. Mais parce qu'il voulait bien l'être aussi. Ah oui, non, mais moi, du façon depuis le parcours, depuis ma tendre enfance jusqu'au moment de cette rencontre, voilà, quoi. Je pouvais pas mieux tomber, quoi. C'était quelque chose, voilà, quoi. C'était. Oui, mais parce qu'il y a au fond cette énergie en vous, ce gendarme que vous aviez rencontré, qui vous avait dit attends, j'ai pas envie de te courir après, et te rattraper, et bon, vous auriez pu basculer effectivement, être du mauvais côté. Non, vous êtes. Ça peut arriver, hein, d'ailleurs, à certains moments. Bon, et au fond, vous avez tenu bon, vous vous êtes construit. Construit, battu, ouais. Vous êtes battu. Je me suis battu comme un beau diable et tout, parce que. Et puis bon, quand j'entends certains de vos, surtout auditrices, parce que je pense que dans la majorité, vous avez plus de femmes que d'hommes au téléphone. Oui, c'est vrai. C'est un constat que j'ai fait, quoi. Et voilà, quoi. Mais bon, je dirais quelque part, je vais balancer ce message. Faut garder espoir, quoi. Il faut garder espoir, quoi. Et il faut jamais. Je sais que c'est pas facile parce que tout le monde n'a pas un caractère, disons, parfois bien trempé quelque part et tout. Mais même si on a un caractère bien trempé, c'est n'importe qui peut avoir des défaillances, quoi. Même bien avec un caractère bien trempé, quoi. Moi, j'en ai eu et voilà, quoi. Mais c'est un beau témoignage, hein. Je vous remercie, Jean-Louis, parce que c'est vrai que, au fond, entre cette histoire, comme vous dites, vous êtes né, on pourrait dire, au départ sous de mauvais auspices, votre mère qui ne pouvait pas vous garder pour les raisons que vous avez dites, vous arrivez dans un foyer où finalement, ils adoptent et puis ils sont pas du tout en mesure de vous donner l'amour dont vous auriez eu besoin pour vous construire. Vous embarquez dans la Légion, et puis un légionnaire qui, en gros, je vais faire sauver par l'amour d'une femme qu'il rencontre qui est psychologue. C'est quand même, il y aurait de quoi en faire un roman, hein. C'est le roman de votre vie. Voilà, c'est ça, voilà. Et pourtant, je vous dis, moi, ça fait, je peux dire quasiment, même depuis le début, vous avez commencé cette émission,
que je vous ai écouté un jour, je suis Europe 1, et puis j'ai dit tiens, intéressant, parce que puis moi une petite chose aussi que je voulais vous dire, je vais quand même pas, disons, prendre toute l'antenne. On est parti 3 ans. Moi, j'ai fait une coupure avec le transport routier pendant 3 ans. Et on est parti, ça c'était une chose qu'elle voulait faire depuis très longtemps. Quand bien sûr elle était encore de ce monde. Oui. Tout le monde est parti au moment de la guerre en Bosnie. On est parti 3 ans là-bas. On est resté 3 ans humanitaire et tout. Donc on est parti, et ça c'est aussi une forme de thérapie. Une forme de thérapie, enfin pour moi ça l'a été, parce que je me suis retrouvé en fait à un moment, vous voyez, d'un côté où on est un soldat, où un soldat est là pour faire la guerre malheureusement, et puis quand vous vous retrouvez finalement de l'autre côté, c'est-à-dire du côté du monde humanitaire, qui est là justement pour amener, je dirais, à la fois le bien, et puis amener un peu disons un peu d'amour, un peu un peu tout ça, disons, à des gens qui malheureusement sont sous les, je dirais, les bombes ou autres, voilà quoi. Et on est resté 3 ans, avec des retours assez brefs en France, quoi. Voilà quoi. Et elle travaillait bien sûr disons, avec sa profession, bien sûr, en tant que psychologue. Et puis moi, ce bon vieux camionneur, quoi, vous voyez, ce bon vieux camionneur qui conduit. Et on partait de Split pour monter du côté de Zenica, tout la Bosnie-Herzégovine. Ouais. Voilà quoi. Et avec des souvenirs encore marquants, quoi. Mais qui, disons, pour moi, c'était une belle thérapie, parce que c'est là qu'on se dit, il y aurait de quoi écrire votre histoire, c'est ce que dit Sergio, Le légionnaire et la psy, ça pourrait être un titre de roman qui sonne bien, mais au-delà d'un titre, c'est votre vie et votre histoire. Enfin, c'est vrai c'est une sacrée histoire. Merci beaucoup, Jean-Louis, d'en avoir parlé avec nous. Vous voyez, vous avez bien fait. Ça aurait été dommage qu'on ne vous entende pas. Quand je pense que vous nous écoutez depuis 4 ans, heureusement que vous avez décroché votre téléphone pour appeler, pour nous en parler ce soir, parce que j'étais ravie de vous entendre, vraiment. Je regrette aucunement, Caroline. Je suis vraiment très 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 content de vous avoir entendu. Voilà. Bonne route à vous dans tous les sens du terme, Jean-Louis. Merci beaucoup. Qu'elle vous soit la plus longue et la meilleure possible. Merci beaucoup. Allez, au revoir, Caroline. Au revoir, Jean-Louis. Au revoir. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir, Laurence. Bonsoir, Caroline. Bonsoir. Merci de prendre mon appel. Je vous en prie. Moi, à la différence de Jean-Louis, je vous écoute pas tous les soirs, parce que je vous écoute tous les vendredis. Mais c'est pas un problème. Voilà, et ça fait plusieurs fois que je me dis il faudrait que j'essaie d'appeler, mais je pensais pas que on pouvait être entendu aussi rapidement. Donc merci beaucoup. En fait, moi je vous appelle parce que j'ai une fille de 11 ans. Je suis séparée de son papa, elle avait 5 ans et demi. Oui. Et j'ai un petit garçon donc qui a 8 ans et demi. Qui est du même papa. Et en fait, quand je suis tombée enceinte de son frère, ça n'allait pas déjà avec son papa. Et on a décidé quand même d'un commun accord de garder son frère, mon fils, quoi. Et donc... et vous l'avez eu elle après? Donc vous avez j'ai eu ma fille en premier et mon fils en second. Donc, quand mon fils est arrivé, ma fille avait 2 ans. Ah oui, puisqu'elle a 11 ans. Bien sûr que je suis bête. Oui, j'avais noté. Vous êtes séparés. Elle avait, d'accord, elle avait 5 ans et demi. Oui, lui a 8 ans, bien sûr. Oui. Exactement. Et donc,
quand son frère est arrivé, elle avait 2 ans et demi. Et comme moi, dans ma vie de couple, c'était très difficile avec leur père qui ne travaillait pas, que j'assumais, etc. J'ai demandé à ma fille d'être rapidement autonome. Elle s'habillait toute seule, etc. Et en fait, c'est une enfant avec qui j'ai toujours eu des soucis de troubles de l'opposition par rapport à l'adulte et à l'autorité. Donc ça a démarré qu'elle était gardée par une nounou où elle mordait les autres enfants, et les parents des autres enfants avaient dit à la nounou si la maman ne fait pas quelque chose, on vous enlèvera les enfants. Mais donc, à quel âge elle mordait Elle avait 3 ans. 2 ans. 2 ans. Oui, mais c'est l'âge où les enfants mordent. Oui. Beaucoup. Oui, non, ça c'est sûr. Et donc j'ai commencé, moi, à la faire voir à un thérapeute à partir de cet âge-là, par rapport à ça, en fait. Ça a démarré là. Et de là, on est suivi une thérapie de longue haleine, puisque on est encore en thérapie là, avec un autre pédopsychiatre. On a changé de pédopsychiatre. Et ma fille, toute sa scolarité, ça a été très difficile parce que elle a passé le 3/4 du temps des classes où elle était dans les classes d'autres enseignants, parce que les instituts ne la supportaient plus, en fait. Son insolence, elle répondait, etc. Donc là, elle est rentrée au collège en septembre, dans un collège privé, puisque mes enfants ont fait toute leur scolarité dans des écoles privées. Et en me disant que ça allait être une chance parce qu'elle allait avoir plusieurs professeurs, donc elle allait accrocher sûrement avec un des professeurs. Et en fait, pas du tout. Et il y a 3 semaines de ça, elle a décidé qu'elle ne marcherait plus. Donc, qu'elle ne marcherait plus, c'est-à-dire ? Elle ne voulait plus marcher. Elle me disait que le collège m'a appelé en me disant voilà, on a un souci, votre fille dit qu'elle ne peut plus marcher, qu'elle sent plus ses jambes, il faut venir la chercher. Donc je suis arrivée à l'école, enfin au collège. Elle était allongée sur le lit de l'infirmerie en me disant je sens plus mes jambes, je peux plus marcher. Donc ce que j'ai fait, moi je l'ai amenée aux urgences. Oui. Elle a été vue par un interne qui m'a dit bon écoutez, il n'y a pas de problème physique. Ils ont fait des tests, des prises de sang, etc. Donc elle a été prise en charge par une équipe psychiatrique. Et en fait elle est restée 10 jours hospitalisée parce qu'elle ne voulait plus marcher. Donc moi ils m'ont dit oui, vous comprenez, ça veut dire que stop, elle veut plus aller de l'avant, elle a envie qu'on l'aide. J'ai dit bon ok, je comprends bien le truc. Et elle est ressortie de l'hôpital. Dès qu'elle est sortie, elle m'a dit je veux retourner au collège. Donc elle est retournée au collège et depuis c'est catastrophique. Moi j'ai refait ma vie. Je me suis remariée il y a 3 ans. J'ai rencontré mon mari il y a 6 ans. Je vous appelle un peu à l'aide, Caroline, parce que aujourd'hui c'est ingérable. Voilà, j'ai été convoquée jeudi au collège. On lui a mis un avertissement disciplinaire. On m'a rappelé aujourd'hui, donc je suis retournée avec l'entretien avec la CPE et le professeur principal. Elle est renvoyée lundi, mardi, parce qu'elle a manqué de respect. Pour quelle raison ? Parce qu'elle manque de respect. Elle répond jusqu'à la dernière. Elle manque de respect à tous ses professeurs. Oui, mais elle va tout faire pour se mettre hors circuit, pour se faire rejeter finalement. Exactement. Elle tire le signal d'alarme là, de cette façon-là. Bon, on peut pas mettre sur le même plan parce que c'est vrai que vous m'avez fait très vite un peu le parcours, les troubles de l'opposition, des morsures à 2 ans et puis ce qui est en train de se passer aujourd'hui, parce que autant à 2 ans, il y a des enfants effectivement qui à ce moment-là vont se mettre à mordre. Alors certains plus que d'autres, c'est vrai. C'est un peu compliqué dans les crèches, la collectivité, ça pose souvent problème. Il y a moi, j'ai travaillé en crèche, il y avait des parents qui demandaient carrément à ce que l'enfant, c'est-à-dire des enfants mordeurs, comme on les appelait, soient expulsés. Vous voyez, ça commence très tôt dans les crèches. Alors je reconnais que c'est pas marrant quand on retrouve son enfant croqué, mais bon, ça peut aller très vite. Souvent, il faut expliquer à ces enfants, il faut essayer de mettre des mots dans la bouche plutôt que
mettre des mots à la place de ces morsures, expliquer que aux petits enfants qui sont pas des animaux et que ce sont des êtres parlants et qui peuvent parler, évidemment pas avec ces mots-là. Hein. On dit pas des enfants de 2 ans, tu es un être parlant et donc il faut que tu parles. Mais bon, alors elle en est plus là aujourd'hui, votre fille, puisque elle a 11 ans et demi. Mais ce que vous a dit l'équipe, elle l'exprime par une somatisation, hein, c'est-à-dire avec son corps, qu'elle ne peut plus marcher, effectivement, qu'elle peut plus aller de l'avant. Or, un enfant, en principe, un adolescent, a toujours envie d'aller vers l'avenir, de se projeter dans l'avenir, d'aller de l'avant, devenant, disait Françoise Dolto. Hein. Donc là, il y a effectivement quand même un signal d'alarme à tirer, et j'imagine que cette équipe, là où elle a été hospitalisée, vous a parlé de la nécessité d'un suivi à mettre en place, hein, pour qu'elle traduise cela autrement qu'avec son corps ou qu'avec cette agressivité qu'elle exprime auprès de ses enseignants, auprès de vous, qu'elle puisse l'exprimer dans un cadre et dans un cadre thérapeutique, de façon à ce que cela ne se retourne pas contre elle. Qu'est-ce qu'elle a à dire finalement ? J'entends bien, hein, Caroline, mais le souci, moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est moi, j'ai jamais arrêté la thérapie depuis qu'elle a 2 ans et demi. Oui, mais alors c'est là qu'est le problème, hein, je pense, aussi. Un enfant en thérapie de 2 ans et demi jusqu'à 11 ans, pour moi, il y a un malaise. Ça va pas. On fait pas une thérapie de 2 ans et demi jusqu'à 11 ans. Enfin, vous voyez, c'est trop. C'est trop. Oui. Elle doit en avoir ras le bol. Mais c'est ce qu'elle me dit. Elle me dit, moi, j'en ai marre de raconter bien ma sûr. vie. Mais on fait pas. D'abord, Laurence, elle racontait pas sa vie à 2 ans et demi, hein. Il aurait fallu déjà qu'elle puisse parler. Vous avez quand même, j'imagine, arrêté un peu. Elle n'a pas été suivie de 2 ans et demi à 11 ans et demi à raison d'une séance par semaine. Très honnêtement. Une séance tous les 15 jours. Et on a vous l'avez fait vraiment régulièrement ? Ah oui, on a arrêté de 6 ans à 7 ans. 1 an, on a arrêté. C'est de la folie, honnêtement. Hein. Moi, je vous dis ce que j'en pense. Surtout vu les troubles que vous décrivez, c'est pas une enfant qui souffrait qui était atteinte de psychose, d'autisme. Ça me paraît fou. Mais moi, c'est pour ça. Aujourd'hui, je suis complètement paumée parce que j'ai fait confiance à un corps médical. Non, mais attendez. Là, votre fille manifeste quand même des symptômes. Est-ce que vous avez travaillé aussi un peu sur vous-même ? Ah oui, moi, ça fait 2 ans que je suis en thérapie là, par rapport à ça aussi, hein. Oui, parce que c'est peut-être un petit peu. Oui, mais enfin, c'est peut-être un peu le problème, vous voyez aussi, parce que à un moment, quand on est autant en difficulté dans la relation avec un enfant, il est aussi important de s'interroger sur la relation. C'est sûr. C'est ça, parce que qu'est-ce qui fait que ça ne bouge pas ? Oui. Parce que rester comme ça. Quasiment 10 ans en thérapie sur une période en plus entre 2 ans et 11 ans. Pardonnez-moi, mais c'est fou. Bon, on va continuer à en parler après le journal. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez à présent sur Europe 1. Nous sommes ensemble effectivement et en direct jusqu'à 1h, heure à laquelle vous retrouverez Taratata comme tous les vendredis soirs. Mais pour l'heure, vous avez la parole au 39 21. Vous pouvez également réagir à tout ce que vous entendez par Internet sur le site europe1.fr. C'est ce qu'a fait Jean-Pierre qui revenait sur le témoignage de Jean-Louis pour dire sacré témoignage impressionnant de vie. Il y a également Ava, elle, qui envoie un petit message au 7 10 25 qui dit Jean-Louis, ce qui est très fort dans votre histoire, c'est à quel point vous savez faire contre mauvaise fortune bon cœur. Merci à vous pour ce très beau témoignage. Nous sommes en compagnie de Laurence. Alors Laurence, vous avez une fille de 11 ans et demi avec laquelle vous avez beaucoup de difficultés. Elle est en opposition avec vous, avec les adultes en général. Elle est au collège, elle commence à avoir des avertissements disciplinaires. Et puis il y a 10 jours, elle a été hospitalisée parce que elle ne sentait plus ses jambes, elle ne pouvait plus marcher. Et donc,
bon, pour autant, ça continue ces problèmes d'insolence avec les professeurs et donc il menaçait de, comment dire, pas de l'exclure, mais de... Ah oui, elle a été... Je cherche le mot, de la... provisoirement en tout cas, de... Pas provisoirement, mais ils m'ont bien fait comprendre que sa réinscription était en suspens. En suspens, quoi. Hein, donc, alors, je reçois un message là qui dit finalement, disant, elle implose peut-être d'incarner votre culpabilité. Cette culpabilité qui se manifeste dans ses rebuffades, dans son asocialité, dans tout d'elle finalement. Parce que c'est vrai que moi je réagissais sur le fait qu'on peut pas mettre sur le même plan le fait que bon, à 2 ans et demi elle mordait et puis aujourd'hui qu'elle soit insolente avec ses professeurs, enfin vous voyez, on peut pas tout mettre au même niveau. Hein. Y a quand même des degrés, des hiérarchies et autres. Bon, si ce n'est qu'on entend vous votre souffrance, votre difficulté dans cette relation, puisque depuis 2 ans vous-même vous consultez de votre côté, vous prenez des médicaments. Enfin, il y a une espèce d'escalade comme ça de surenchère qui effectivement fait que c'est compliqué à vivre pour tout le monde. Alors, c'est vrai que je ne sais pas ce qui fait que... Bon, on va passer un peu de musique et on va rappeler Laurence. Mélanie Laurent, en t'attendant. Voilà Laurence, on vous a retrouvé. Oui, excusez-moi. Après cette coupure brutale. Vous dites donc vous êtes séparée avec son père. Comment ça se passe avec lui ? Ça se passe, il les prend régulièrement, un week-end sur 2 et des vacances scolaires. Oui, mais la relation qu'elle a avec son père ? C'est très fluctueux, c'est-à-dire que elle a une particularité, c'est que il faut qu'elle soit toujours en conflit avec quelqu'un. Alors un coup ça va être son père, un coup ça va être moi, un coup ça va être mon mari, un coup ça va être ma mère. Intéressant votre lapsus. Oui, oui. Faut savoir que ma maman est éducatrice spécialisée maintenant à la retraite depuis 1 an, qui a travaillé dans des foyers toute sa vie, quoi, et qui est autant désarmée que nous parce que... on est toujours désarmé face à ses enfants, ses petits-enfants, quand il s'agit de membres de sa famille. Hein. Moi, si vous voulez, Caroline, mon souci aujourd'hui, au-delà de la souffrance de ma fille envers laquelle je suis complètement impuissante, c'est que l'équipe qui l'a su aujourd'hui, là-bas, maintenant, ça fait 3 fois qu'on les voit, hein, mais eux sont hyper rassurants sur le fait de ne vous inquiéter, on va trouver des solutions et je l'espère. Oui. Mais moi là on arrive en fin d'année scolaire et ils me proposent éventuellement de la placer dans un centre à la rentrée. Oui. Je ne sais pas si vous connaissez, qui s'appelle le Futur Antérieur dans les Alpes de Haute-Provence. Mais c'est un centre pédopsychiatrique et moi ça me fait super peur que ma fille rentre dans ce système-là. Mais d'un autre côté, je me dis dans un autre collège privé avec le carnet de correspondance qu'elle a aujourd'hui, on ne me l'apprendra pas. On est dans un quartier je suis dans la région de Marseille, hein, donc dans un quartier où le collège public duquel on dépend c'est aussi inenvisageable de la mettre parce qu'elle va être tirée vers le bas de par les fréquentations et je sais que elle ira forcément vers des gens qui vont l'emmener pas forcément dans le bon chemin. Donc là, je suis complètement paumée. Il vous propose, ça serait pour 1 année, ça pas en fait. Ça dépend de... dans ce centre-là, il y aurait une adaptation de 3 semaines au mois de juillet. Et suite à cette adaptation-là, l'équipe éducative en fait dit si elle reste ou pas, quoi. Mais donc voilà, moi Qu'est-ce que vous redoutez ? Qu'est-ce que vous craignez ? Déjà d'accepter que ma fille soit malade et placée. Ça ne veut pas dire qu'elle est malade. Elle est en difficulté, elle est en souffrance. Ça ne veut pas dire qu'elle est malade. Moi, le thérapeute m'a dit, il faut que vous mettiez dans votre tête que votre fille, elle a une pathologie. Certes, elle n'a pas une angine qu'on peut soigner avec des antibiotiques, mais et ça, c'est bon, je suis en train de... On parle de pathologie, oui.
Et Alors oui, ça effectivement, il ne met pas de nom sur cette pathologie. non. D'accord. Et moi, j'ai beau leur dire, aujourd'hui, si on appelle au secours, moi, que je tends, aidez-moi à l'aider à résoudre ces problèmes-là. Alors, c'est ce qu'il vous propose. C'est ce qu'il vous propose. Elle est à un âge en même temps où la personnalité est encore assez plastique, où si vous voulez au moment de justement de l'adolescence, de l'entrée dans l'adolescence, toutes les cartes de l'enfance se rejouent, se redistribuent. Donc tout ce qui n'a pas été bien réglé dans l'enfance revient avec une acuité très particulière. Donc c'est aussi évidemment à ce moment-là que des symptômes vont ressurgir de façon très aiguë. Alors c'est inquiétant évidemment pour l'entourage familial, mais pour les équipes thérapeutiques, c'est aussi, on sait qu'à ce moment-là, on peut vraiment travailler avec les adolescents parce que rien n'est joué non plus. On peut travailler tout ce qui, dans l'enfance, n'a pas été bien acquis, bien construit, bien consolidé. Parce que ça va se rejouer au moment de l'adolescence. Et donc, on peut encore, le futur adulte qui est en devenir, là, en construction, on peut l'aider à se construire. Donc, c'est ce qu'ils vous disent. Quand ils vous disent, au fond, gardez confiance, on va aider votre fille à s'aider, hein. C'est sûr que l'équipe qu'il a prise en main là, c'est vraiment la première fois où j'entends, qu'ils disent à ma fille, parce qu'ils font une thérapie un peu mère-fille, puisqu'ils nous voient toutes les deux, et ils lui ont dit, effectivement, tu as des blessures qui sont pas guéries de ta petite enfance, elle s'explique pour telle et telle raison, donc ils lui ont expliqué, moi ma souffrance avec le papa de l'enfance de ma fille en fait, mon mal-être. Donc c'est vrai que c'est la première fois par contre où j'ai l'impression qu'on la prend vraiment en charge sur du passé lourd, quoi. Oui. Après, moi, ils m'ont parlé de ce centre au tout début qu'elle était hospitalisée, donc j'étais un peu réticente. Et là, on voit ces thérapeutes, parce qu'ils sont deux, un psychologue et un pédopsychiatre. On les voit tous les lundis, là, pour le moment. Et lundi dernier, donc je leur ai dit, écoutez, effectivement, moi, j'ai réfléchi à la placer. Et je me dis, effectivement, c'est peut-être pour elle une solution temporaire. Et du coup, ils freinent des cas de fer. Oui, mais là, ils freinent des cas de fer. Ils me disent, oui, mais attendez, il y a peut-être d'autres solutions dans la cellule familiale, de la prendre en charge sans la placer dans un centre, parce que vous comprenez, si on la place maintenant et que finalement on se rend compte que c'est pas le bon choix. Parce que dans la mesure où ils sont en train aussi de travailler sur votre lien, et peut-être qu'ils s'aperçoivent qu'il y a des choses qui sont en train d'évoluer et que au fond vous êtes vous-même, vous dites que pour la première fois, vous êtes en confiance, il y a quelque chose d'en profondeur qui est en train de se faire, et où pour la première fois, vous travaillez aussi sur le lien entre vous et votre fille. Donc, les thérapeutes, de la même façon, doivent sentir cela, qu'il y a vraiment une alliance qui est en train de s'établir entre vous, votre fille et eux. Et c'est vrai que du coup, un éloignement, un placement peut peut-être mettre à mal cela. Donc, c'est peut-être là où ça vaut la peine de réfléchir, mais à discuter, ça peut évoluer. Vous voyez, ça, c'est à discuter avec eux, ça. La décision, ils ne la prendront pas contre vous. Vous faites alliance avec eux, alliance thérapeutique, dans le but d'aider votre fille. Ils ont le souci d'aider votre fille, et donc ils travaillent avec vous. Oui. C'est important que vous soyez en confiance, vous. Avec cette équipe-là. Je le suis, Caroline, mais si vous voulez, elle a été vraiment suivie par 2 thérapeutes sur Marseille. La première qui l'a suivie de ses 2 ans et demi à 6 ans et demi, c'est quelqu'un de réputé dans le milieu à Marseille, etc. Et
hormis me dire, vous savez, elle est précoce dans le comportement, elle trouve pas sa place entre les adultes et les enfants, c'est la seule chose qu'elle m'a dite. Et je me suis dit, quand on arrive au bout de 6 ans pratiquement de thérapie, à la sortie, on m'a pas aidé, ça n'a pas avancé. Vous vous sentez découragée. Bon, ce qui n'est pas le cas là, Laurence. Donc, laissez ça. Et finalement, là, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place pour aider vraiment. Et je vous dis, c'est une période assez cruciale où du coup, c'est vrai que les symptômes sont souvent plus forts, plus massifs, mais où on peut retravailler sur toutes, je vous dis, ces cartes de l'enfance qui n'ont pas... parce que tout se rejoue à ce moment-là. Et donc, c'est un moment particulier où c'est assez plastique encore, hein, donc on peut vraiment bien travailler et aider à ce que les choses se mettent bien en place et ce que les fondations qui n'étaient pas très solides puissent se consolider. Donc il faut vous faire confiance, lui faire confiance et faire confiance à l'équipe, Laurence. Vraiment. Je crois. Et puis vous verrez avec eux pour cette histoire de. Vous savez, peut-être que après, pour le moment, si vous travaillez sur ce lien, si plus tard un placement temporaire dans un foyer pédopsychiatrique peut être envisagé, pourquoi pas ? Vous voyez, ça peut être un environnement un peu protégé pour votre fille, avec une équipe qui prendra en compte. Le téléphone, qui prendra en compte ses difficultés et pourrait intégrer un circuit tout à fait classique. Il vaut mieux cela parfois qu'elle soit en souffrance dans un établissement plus classique, hein, où elle se fera rejeter. Ou bon, oui, c'est ça. Il faut toujours voir parfois, on voit toujours trop à long terme, hein, et envisager aussi le court et moyen terme. Là. Ce qu'il faut vous dire, patience, comme vous dit First Lisa. Dites-vous que vous êtes entre de bonnes mains. Vous et votre fille. Oui. Merci en tout cas de votre appel et bon courage à vous. Merci à vous en tout cas de m'avoir écouté et rassuré. Je vous en prie. Au revoir Laurence. Merci Caroline. Au revoir. Bruno Mars, Grenade. Bonsoir Néo. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Voilà, ça me fait tout drôle parce que ça fait des années en fait que je vous écoute. Oui. Il y avait une période où je vous écoutais vraiment tous les soirs et puis après on s'est un peu perdu de vue et puis j'ai repris via le net, via les podcasts et depuis de temps en temps je vous réécoute. Merci. Et voilà, ça fait plaisir je tremble là, vous voyez, c'est pas évident pour moi parce que... Rassurez-vous, il n'y a pas de raison. Ça et puis j'avais été curieux un jour parce que j'ai vu qu'il y avait des vidéos, donc j'ai regardé comment se déroulait l'émission, tout ça, donc ça fait du bien de voir ça aussi. De mettre un visage sur un nom sur un visage, voilà. Un visage sur une voix, oui. Voilà, oui. Donc le but de mon appel, en fait, comme je disais au Standard 10, que je voulais remercier pour leur accueil également. Voilà, en fait, j'ai eu une longue période de détention. Oui. Qui a duré 9 ans et 11 mois à peu près. Et donc en fait quand je suis sorti, il a fallu vraiment réapprendre à vivre, réapprendre à tout découvrir. Moi en premier. Vous aviez quel âge à ce moment-là ? Quand je suis rentré, j'avais 23 ans. Oui, très jeune. Hein ? Oui. Donc je suis sorti, je devais avoir 32, 33 ans. Et donc pendant la détention, j'ai correspondu avec plusieurs personnes. Et Quelles étaient ces personnes ? Qui étaient-elles ? Des correspondantes, parce que j'avais perdu toutes mes amies IES, et je voulais me refaire un petit cercle d'amis pour passer la détention. Mais alors des personnes qui font ça bénévolement, c'est ça Oui, c'était par le biais d'un petit magazine, et puis bénévolement, oui. Et donc j'ai eu plus ou moins plusieurs correspondantes auxquelles je me suis lié d'amitié. Il y en a qui se sont arrêtés, il y en a qui ont continué. Oui. Et puis un jour, il y en a eu une qui a vraiment continué, puisque maintenant nous sommes mariés, nous avons 2 enfants. Ah ben en effet. Voilà. Oui, et je ne pensais pas que ça allait aller jusque-là, mais bon. C'était le vrai changement, et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé. Elle est venue vous voir lorsque vous étiez détenu ? Elle n'a pas arrêté de venir me voir. Voilà. Même si des fois j'étais réticent parce que j'étais très sauvage, solitaire, mais bon, elle venait, je me disais fallait lui faire plaisir, et puis moi ça me faisait plaisir aussi, donc.
Donc il y avait quelqu'un qui était là, qui vous attendait à la sortie. Voilà, tout à fait. Est-ce que c'était le cas pour votre famille Parce que vous dites que vous avez perdu beaucoup de vos amis. Est-ce que pour votre famille, comment a-t-elle réagi à votre incarcération? Alors en fait, ça a été très dur, puisque en fait j'ai enlevé une vie, voilà, juste pour dire. Et c'était une personne de la famille. Donc la famille a éclaté après ça. Donc du coup, il y avait une partie de la famille qui était, on va dire pas pour moi, on peut pas dire pour moi, mais qui me soutenait moralement, et une autre partie qui était de l'autre côté. Et chacun, bien sûr, avait. Moi, je respectais tout à fait le ressentiment envers moi, et c'était normal. Et au fil des années, donc j'ai perdu ma mère en détention. Ma mère venait me voir aussi, et donc j'ai perdu ma mère en détention. Mon père, je souhaitais pas avoir plus de contact avec lui. Il est venu au début de ma détention, mais comme mes parents divorcé quand j'avais 5 ans, après il s'est pas tellement occupé de moi. Ma mère était alcoolique, donc j'ai vécu avec elle jusqu'à l'adolescence. Et après, je suis allé vivre ailleurs. Mais enfin, donc c'est ma mère qui s'est débrouillée toute seule avec ma grand-mère pour m'aider. Je reprends votre expression, cette vie que vous avez ôtée, c'était quelqu'un dont vous vous vengiez au sein de votre famille? Non, du tout. C'était l'accumulation d'une vie commune durant des années, et le fait d'être coincé dans une bulle et de ne pas pouvoir en sortir. Et on m'a souvent dit dans ma famille, mais pars. Et j'ai jamais eu la force de partir parce que c'était trop tard, j'étais déjà dans ma bulle. Et je suis parti, mais malheureusement autrement. Et donc la détention, et j'ai rencontré cette fille. Après, donc je suis sorti, et donc je ne voyais plus mon père. J'ai repris contact avec mon oncle. Et d'ailleurs, on s'est retrouvés dans le village où j'ai grandi, et nos retrouvailles, c'était sur les tombes de nos mères respectives. Donc c'était très émouvant parce que ça symbolisait beaucoup de choses. Et comme lui et moi, c'était mon oncle, n'avions pas eu beaucoup d'affection. Enfin, il y avait de l'affection, il s'est beaucoup occupé de moi, mais voilà, c'était nouveau qu'on parlait comme si on parlait de choses qu'on n'avait jamais pu parler. Et comme avec mon père lors des parloirs, on a parlé des choses comme on n'avait jamais parlé. Et donc avec mon oncle, on s'est retrouvés. Et puis donc durant les années où je suis sorti, j'ai repris une formation, et j'ai essayé de me réadapter à la vie, aux autres, aux gens. Et je m'aperçois qu'au fil des années, j'ai toujours du mal. J'ai gardé en moi ce côté sauvage, solitaire, même avec l'entourage de ma femme. Un exemple, c'est que eux, ils habitent loin de nous, mais à chaque vacances, il y en a un ou deux de ses frères ou même son père qui viennent passer un peu de moments à la maison pour voir les petits, tout ça. Et moi, je peux pas m'empêcher de râler, que ça me gêne, que je vais pas être tranquille. Alors des fois je pars, je vais à l'hôtel ou j'évite, voilà. Donc mais elle le comprend, pour elle ça la fait rire, mais je me dis après tout, c'est vrai que bon, c'est sa famille, j'ai pas le droit de lui imposer de dire non, ils peuvent pas venir, machin. Non, moi je les ai toujours laissés venir, et puis même des fois quand ils viennent, je suis avec, et puis je discute avec, je rigole, ça là-dessus il y a aucun problème, on s'entend bien, mais je suis très sauvage, très casanier, j'ai toujours gardé ça. Et je pense que la prison n'a pas dû aider. Déjà avant, quand j'étais ado, j'étais très renfermé et réservé, mais le passage en prison n'a pas aidé du tout. Et puis, y a beaucoup de choses, il y a la nostalgie. Alors ma femme me dit, mais t'es nostalgique du temps où tu vivais chez ta grand-mère ou chez ta mère, mais t'étais malheureux, mais t'es nostalgique. Mais en fait, c'est un ensemble. J'étais nostalgique d'une maison, des rues, des musiques, voilà. Voilà.
Et puis aussi une dernière chose, parmi tant d'autres, c'est que, comme je dis, parce que j'ai des suivis psychologiques, ça me paraît important, oui. Ah oui, mais ça j'y ai tenu depuis le début de la détention et même après. Je me suis toujours dit, je me suis débrouillé, j'ai travaillé, j'ai fait des démarches, parce que je passe par des démarches de démotivation pour le travail et des fois de motivation, mais au-delà. Donc voilà, il y a des variantes comme ça. Et puis je me dis que j'ai souvent dit à ma psy, j'ai dit écoutez, j'ai des enfants, j'ai une femme que j'aime, je sais m'en occuper, je fais mon rôle de père du mieux que je peux. C'est pas tout le temps évident, parce que j'avoue que je suis égoïste et des fois je me fais passer amoureux. Mais bon, des fois j'essaye de raisonner vite et de prendre mon rôle de père au sérieux. Et quand ma femme me dit mais non, c'est bien ce que tu fais et tout, des fois ça me surprend. Je dis ah bon, des compliments. Et donc je me dis souvent mais je m'ennuie, mais sans m'ennuyer. Je suis mal, mais sans être mal. Je suis heureux sans l'être. Alors des fois c'est très contradictoire en fait. Mais en fait j'avance toujours avec ça. Quand je fais des choses, des démarches, des fois j'y arrive, mais maladroitement. Mais ce qui me fait avancer, c'est de me dire que je les ai faites et que j'y suis arrivé. Bon, il y a des fois ça marche pas. Voilà. C'est ça le... Mais en même temps, c'est important que vous ayez quand même un lieu pour vous exprimer, parce que on voit bien qu'il y a en vous. Vous dites déjà avant même la détention qui n'a pu que renforcer cela, mais qui était déjà dans votre personnalité. Ce côté très solitaire, mais au-delà de ça, on peut être solitaire, mais c'est plus que solitaire. C'est-à-dire où vous vous enfermez dans votre bulle. Vous avez besoin tout d'un coup, presque les autres peuvent, vous vous sentez agressé par les autres. Oui, c'est ça. Oui. Hein? Et finalement, qui a pu à un moment vous conduire à commettre le pire. Hein. Et vous dites bien, vous étiez comme un animal en cage, dans ce couple, où vous ne saviez pas comment sortir de cette bulle, mais normalement une bulle, c'est quelque chose on évoque quelque chose de douillet, de protecteur. Or vous, cette bulle, elle était plus douillette, vous saviez plus comment la faire exploser. Non, du tout. Et finalement, il a fallu tuer. Alors c'est important, et j'imagine dans la thérapie de travailler sur qui vous avez tué en fait, parce que malheureusement, il a fallu la mort d'une personne. Oui. Hein, bon. Et on n'est plus dans le symbolique là, on est dans le réel. Alors bon. Et mais au fond, qui avez voulu tuer, vous? On m'a toujours dit que c'était peut-être un peu de moi, ou un peu de mon père, ou un peu de tout le monde. Et en fait, c'est vrai que après, comment je veux dire, c'est vrai qu'il y avait plus de haine, il y avait pas d'amour, mais il y avait plus de haine. C'était une sensation vraiment étrange. Et une autre sensation étrange, c'est que pendant toutes ces années, j'ai beaucoup pleuré après pendant 1 mois, 2 mois, même le premier mois de la première semaine de détention, j'ai failli me donner la mort, on va dire. Mais j'ai dit, j'ai pas le droit. Il faut que vis-à-vis de là-haut, vis-à-vis des gens qui attendent quelque chose de moi, qui attendent le procès, je me suis dit, je n'ai pas le droit de faire ça. Même si j'ai enlevé une vie, même s'il y a 20-30 ans, j'aurais eu droit à la peine de mort, tout ça, j'ai dit, tu dois vivre, mais tu vas vivre avec. Et ce qui me gêne, ce qui me chagrine, c'est que j'arrive pas, après quelques années, je suis jamais arrivé à pleurer, sauf sur leur tombe. Même pour ma mère, quand j'ai appris la mort de ma mère, j'ai cassé tout dans la cellule, j'ai pleuré et tout, mais les années qui ont suivi, même là maintenant, j'arrive pas à pleurer, sauf quand je suis sur leur tombe. D'ailleurs, ce qui est frappant, c'est qu'au fond, vous parlez de votre mère, vous ne parlez pas de cette personne que
que vous avez tuées. Indirectement, si, j'en parle. Mais oui, mais c'est pour ça, symboliquement, elles sont liées. Voilà. Mais oui. ce qui est tragique, hein, c'est là où il a fallu ce meurtre. C'est ce qui est tragique pour cette personne qui elle n'est plus là. Mais effectivement, vous ne parlez que de votre mère parce qu'il y a des choses à comprendre et que votre thérapie, effectivement, que vous élaborez dans le cadre de votre thérapie. Et c'est aussi cela qui, par moment, vous dites, qui est ce poids et qui vous empêche d'être totalement présent finalement à votre vie, à votre vie de couple vis-à-vis de vos enfants. Mais en même temps, ce travail est ô combien nécessaire pour aussi pour vous-même évidemment, pour la femme avec qui partage votre vie et pour vos enfants. Et pour vos enfants, parce que eux aussi sont porteurs de cette histoire, parce qu'il y a des personnes qui vont pouvoir à un moment peut-être, y compris dans la famille, ça va leur revenir, je ne sais pas quel âge ont vos enfants. Oui, il y en a un qui a 3 ans et l'autre qui a 19 mois. Oui, donc ils sont très petits, mais en grandissant, vous savez, il y a toujours des bonnes âmes qui vont leur balancer à travers la figure des choses terribles. Bon, et donc il faut qu'ils soient en mesure de comprendre cette histoire, que vous puissiez leur en parler pour qu'il n'y ait pas un sentiment de honte, d'indignité, et que finalement on ne n'est pas criminel, on le devient. Hein, c'est aussi le fruit d'une histoire. Oui, mais ça fait aussi longtemps un petit moment que j'y pense. Avec ma femme, on en parle. Bon, elle m'a dit, t'en parleras toi-même, moi j'en parle pas. Ça, je respecte parce que c'est pas son histoire, c'est plus à mon rôle justement quand je saurai le jour où je devrais leur en parler, je leur en parlerai. Oui, là ils sont beaucoup trop petits. Je saurai de toute façon les mots à employer. Ça, là-dessus, j'ai aucun doute. Mais merci beaucoup, Néo, de votre appel et continuez à parler de vous comme vous le faites. En tout cas, il y a Cathy qui dit que vous parlez très bien de votre histoire. C'est pas facile. Je remercie Cathy, puis je vous remercie vous de m'avoir écouté, de m'avoir conseillé. Puis, conseiller, non, mais écoutez. Oui, non, mais vous savez, même si on ne conseille pas, rien que l'écoute ou le fait d'avoir parlé et ce que vous m'avez dit, ça renforce des choses, ça peut faire du bien et voilà, ça peut apaiser, voilà. Et ça fait du bien, même à minuit 46. Très précisément. Très précisément. Le subversif qui dit c'est une maturité haute que vous gravissez contre vous-même avec le poids de la faute. Elle n'en sera forcément que plus grande. Ouais. C'est un combat de tous les jours. Forcément. Croyez-moi. Merci Néo. Je vous remercie Caroline. Bonne soirée. Au revoir. Bonne fin de nuit. Au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. Bonsoir André. Oh, bonsoir Caroline. Bonsoir André. Caroline, aidez-moi, je suis mort de trouille. Alors vous je vais que vous ça fait 10 ans que nous sommes... que nous sommes. Qu'est-ce que vous alliez dire? Je ne peux pas dire. Pardon. Oui, je peux pas dire les mots pour vous, André. Nous sommes quoi, vous et moi? Parlez un peu fort parce que je suis un petit peu sourd. Alors on va vous mettre, Michael va vous mettre le retour son déjà au maximum. Oui, au maximum. Merci d'avance, au Caroline. Maximum. Je ne sais pas, je ne peux. Nous sommes. Que sommes-nous l'un pour l'autre, André? Une fille spirituelle. Oh, j'en suis très honorée. Une fille spirituelle. Je suis votre parcours, celle de votre équipe, ma petite complicité avec Quentin depuis des années. Et souvenez-vous, Caroline... Quentin pourrait être votre petit-fils, alors, lui. Comment? Quentin pourrait être votre petit-fils. Petit votre arrière-petit-fils. Hein. Ah oui, alors même, oui. Pourrait être mon petit-fils. Il est tout jeune, votre même. Ils sont charmants, d'ailleurs toute votre équipe. Souvenez-vous, Caroline,
peut-être 2 ans après la création de votre parcours et surtout de votre émission, nous étions tombés à cette époque-là sur une discussion sur les religions, ce qui est très rare parce que je comprends très bien qu'il est très difficile, comment dirais-je, d'intervenir sur les problèmes religieux. Et alors là, c'était des questions techniques sur la religion orthodoxe russe qui n'était pas tellement connue. Et je m'étais permis d'intervenir et de vous donner quelques précisions. Ah oui. Pardon. Et c'est comme cela, Caroline, que mon pseudo, c'est André l'orthodoxe. Rappelez-vous. Oui, je me souviens maintenant, effectivement. Mais pourquoi ? Parce que vous êtes de religion orthodoxe ou vous vous intéressez à l'histoire des religions ? Non, je suis orthodoxe. Ah, vous êtes orthodoxe. Orthodoxe de choix. Ouais. C'est-à-dire que, étant donné que, malheureusement, je suis pupille de la nation, mon père adoptif, qui était donc... qui est mort dans la Résistance, en Bretagne. Mais passons là-dessus. C'était un grand patriote. Et il était donc d'origine ukrainienne. Oui. Et à l'âge de 15 ans, j'ai décidé, à sa mort, en souvenir de lui, d'épouser la religion orthodoxe. Je comprends. Oui. Et puis depuis, ben voilà. Alors, aidez-moi ce soir. Alors, Caroline. ce qui vous amène ce soir, c'est que vous avez été particulièrement touché, ému par l'histoire de Jean-Louis. De Jean-Louis. Hein, votre cœur a fait un bond, vous avez dit à Quentin. Mon cœur a fait un bond. Parce que vous avez une vénération pour la Légion, c'est ça ? C'est ce que j'ai une vénération pour la Légion étrangère. Et la Légion étrangère, avec qui j'ai beaucoup travaillé en Indochine, en Algérie, j'étais dans les parachutistes, donc j'étais très près des légionnaires parachutistes en Indochine et en Algérie, où on travaillait ensemble, côte à côte. Et j'ai une grande vénération pour les légionnaires, parce que, quel que soit leur parcours, ce sont des hommes qui, comment dirais-je, qui ont gardé cette discipline intellectuelle, cette vénération pour servir. Vous savez, la devise de la Légion, honneur et patrie, la Légion, c'est leur... Mais c'est une grande famille. Et ils m'ont fait un honneur, il y a quelques années, de me faire légionnaire d'honneur. Ah, ça peut se faire, ça. Ça c'est fait. Ça c'est fait, oui. Mais nous avions des légionnaires d'honneur de grand prestige, tels que le maréchal de Tassigny, le maréchal Juin. D'accord. Ont tous été faits. Bon. Oui. Et ce soir, là, j'ai été touché par le parcours de Jean-Louis, sa jeunesse, l'audace. Oui. Et après, ses 6 ans et demi à la Légion, où il en a gardé quelque chose, le sens de l'honneur, et puis, ça n'est pas de la flagornerie de ma part. Et il a eu la chance de tomber sur une femme pendant 17 ans qui était thérapeute. Oui. Et ils ont vécu surtout un très bel amour, c'est ça, parce que après tout, elle aurait pu être fleuriste ou elle aurait pu être, vous voyez, peu importe. Mais c'est cet amour qui lui a fait un bien fou, plus que parce qu'on n'est pas thérapeute pour ses proches. Hein. Non, bien sûr. Et cet amour, Quentin vous le dira un jour. Là, je ne veux pas y revenir ce soir, mais rappelez-vous. Il vous a mis au courant de mon grand chagrin tous les ans à la Saint-Valentin. Ah non ? Non. Eh bien, Quentin vous le dira. J'ai connu une fille en Indochine, une Eurasienne,
Oui. Et nous nous sommes connus le jour de la Saint-Valentin. Et Oui. malheureusement, les vicissitudes de la vie ont fait que elle a disparu. Et nous avions eu une fille ensemble. Et elle n'a jamais voulu revenir avec moi en métropole. Donc, on s'est perdu un peu de vue. Et quelques années après, j'ai appris qu'elle avait été fusillée, bien sûr, parce qu'elle avait eu un enfant avec un parachutiste français. Ah, oui, et je n'ai plus jamais eu de nouvelles de ma fille. Et ça a été le grand chagrin de ma vie. Mais peu importe, je ne suis pas là pour parler. Oui, je ne suis pas là pour parler de moi ce soir. Je suis là pour parler de Jean-Louis. Jean-Louis, il m'a vraiment est dans son. Il a dit qu'il resterait à nous écouter jusqu'à la fin de l'émission. Alors, donc il est forcément à l'écoute puisqu'il a dit je continue à vous écouter. Donc il vous écoute. Jean-Louis, dites-lui bien, je vous le dis, Jean-Louis, votre parcours m'a ému, mais vous avez gardé ce sens de l'honneur et de la servitude. Et même si vous avez vu comme moi, et on se comprend tous les deux, des choses atroces dans la guerre d'Indochine et dans la guerre d'Algérie, et vous après en Afrique, croyez-moi, vous avez gardé le sens de l'honneur. Vous avez parcouru d'abord un premier parcours avant d'entrer à la Légion étrangère. Et même si vous avez vu des choses atroces, vous êtes resté quand même, quelque part, fidèle à ces 6 années et demie de service. Et croyez-moi, Jean-Louis, vous avez l'âge de mon fils aîné. Eh bien, courage. Je ne dis pas que la vie est belle. On a tous des vicissitudes dans la vie. Mais elle mérite d'être vécue. Surtout quand on a eu un parcours comme le vôtre et comme le mien. Et surtout, Jean-Louis, ne perdez pas espoir. Vous avez eu cette chance que moi je n'ai pas eue, d'avoir vécu un grand amour pendant 17 ans avec une femme que je pense qui a été exemplaire et formidable pour vous. Jean-Louis, je suis de tout cœur avec vous. De tout cœur, et croyez-moi, j'ai demandé à Quentin, si vous voulez un jour me contacter, il n'y a pas de problème, pour vous, mon téléphone répondra toujours. Oh, écoutez, c'est vraiment... on peut le transmettre à Jean-Louis si vous voulez, André. Oui, on peut rappeler Jean-Louis. Vous dites à Quentin et à Jean-Louis qu'attention, le numéro de téléphone que je donne, il est sur liste rouge. Il n'y a que vous qui l'avez. D'accord, bien sûr, okay. Bien sûr. Mais voyez, votre témoignage suscite à son tour des réactions. Il y a le subversif qui dit il y a de la dignité dans le témoignage d'André ce soir. Et puis il y a Sergio qui dit moi je ne crois pas en Dieu, mais je crois en l'homme et surtout ce soir. Et puis il y a Kiwi qui dit moi ce que j'aime justement dans l'émission c'est ce mélange des générations et c'est très agréable, c'est d'entendre André là ce soir. Puis il y a Georges, lui, qui apporte sa petite pointe d'humour. Il dit, si Fifi était là, lui, c'est pas l'Indochine qu'il a fait, c'est plutôt le chemin des dames. Voilà. Oh là. Vous direz à Sa Majesté que j'ai hérité du titre de mon beau-père et que je suis d'une noblesse ukrainienne. Ah, bon, écoutez, je suis vous le direz à Sa Majesté. Mais il vous entend, il est très honoré, donc vous ne faites pas partie de ces sujets, puisque vous êtes vous-même une tête couronnée, mon cher André. J'ai été très flattée et très de parler avec vous, et vraiment, ça m'a fait un immense plaisir. Je me permets de vous embrasser. Je vous embrasse tous. Au revoir, André. Au revoir et merci. Merci, au revoir. Au revoir. Azaz l'a fait. Très belle nuit à vous, à l'écoute de Taratata et bon week-end. On se retrouve lundi, bien entendu. Je vous embrasse. Au revoir.